Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Salut à toi, auditeur qui nous écoute depuis son portable ou sa montre, assez intriguant, qui nous écoute depuis 4 pays, 2 pays africains, 2 pays européens. La Côte d'Ivoire est bien sûr le pays à l'honneur. Et qui vient tout juste d'atterrir dans ce 3e épisode de notre podcast intitulé Abidjan Talk Live, presque enregistré depuis nos studios à Trècheville. Je suis Farid, bienvenue, Aquabar, et je suis pas tout seul. Salut Farid, salut Abidjan et salut aux autres pays. Comme a priori, on est disposé sur 4 pays maintenant. En tout cas, on est à l'écoute sur 4 pays, donc on prend de l'ampleur. Écoute, je t'avoue que j'ai été très étonné qu'on ait cette audience-là avec ces 2 premiers épisodes, parce que comme tu le sais, on a publié le podcast de façon ponctuelle et sporadique, et on n'a fait aucune communication. De réelle communication dessus, ouais. Donc on est... C'est quoi les pays d'ailleurs sur lesquels tu as eu de l'écoute? Bah écoute, Côte d'Ivoire, Sénégal, France, Allemagne. À quel moment il s'est perdu en Allemagne? Je ne sais pas, j'aimerais bien te dire, mais en Allemagne, l'Allemagne représente quand même un pourcentage assez intéressant de nos écoutes. Donc un peu plus de 10% de nos écoutes, donc ce qui est assez... je ne comprends pas. En tout cas, le 2e épisode a vraiment été publicité par nos auditeurs. Cet épisode était évidemment basé sur l'intelligence artificielle, et avec ce titre un peu intéressant, révolution technologique ou dystopie. C'était un débat passionnant en tout cas qu'on a pu avoir avec Zoul, qui est absent ce soir, et à qui on passe bien sûr le salam. Moi j'ai eu beaucoup de retours. Je ne sais pas si toi tu as eu des retours. J'ai eu quelques retours aux personnes à qui je l'ai partagé. Donc moi-même j'ai pas encore écouté le 2e épisode sur l'intelligence artificielle. Donc je pense que je vais me caler ce week-end tranquillement pour l'écouter. Et je pourrais vous en dire plus de mon ressenti la semaine prochaine. Ouais. Et quand tu as réécouté le premier, qu'est-ce que tu as pensé de notre première prestation podcastique? En tout cas, la première intervention de ce premier podcast, on sent qu'il y a de l'hésitation, on cherche comment se passer la parole. On cherche nos mots et encore hésitant sur nos sujets. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne dynamique dans l'ensemble. En tout cas, qu'à nous 3, ça commence à matcher et que c'est de bon augure pour la suite. En fait, j'espère qu'on pourra en faire plusieurs, ça je pense. Mais surtout aussi, pourquoi pas des fois avoir un invité pour parler de sujets beaucoup plus spécifiques. Ça peut être quelque chose qu'on va étudier. En tout cas, sur le 2e épisode, moi, les retours que j'ai eus, c'est que c'était un débat très intéressant. Ça a été instructif et pédagogique pour quelques auditeurs qui avaient besoin, je pense, peut-être d'avoir plus de matière sur l'intelligence artificielle. Des fois, c'est des choses évidentes pour nous ou pour certains ne le sont pas pour d'autres. Des fois, on pense qu'elles sont évidentes, mais il y a beaucoup d'aspects aussi qu'on occulte ou qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vrai qu'on avait la chance avec Zoul, qui en connaît déjà pas mal dessus, d'avoir son retour et son expérience.
Donc le fait qu'il l'ait développé, ça a donné de la matière au sujet et ça nous a permis aussi d'avoir une autre vision en tout cas de cet aspect de l'intelligence artificielle. Parce qu'on commence à en entendre de plus en plus parler et je pense même que c'est à l'ordre du jour. Et comme on en parlait tout à l'heure hors micro, tu me disais que justement c'était d'actualité, surtout en ce moment-là. On avait beaucoup insisté sur l'éthique lorsqu'on enregistrait le podcast sur l'IA. Peut-être suis-je un peu prophète, je ne sais pas. Mais j'avais beaucoup insisté sur à quel moment ils vont commencer à envisager que l'IA, en fait, peut prendre des décisions à la place de l'homme. Donc, on a gentiment expliqué que en fait, c'était un cerveau pour ordinateur, que c'était une learning machine et qu'elle ne pouvait restituer que des informations données et introduites, en tout cas, voilà, par l'homme. Et que pour le moment, elles n'étaient pas plus intelligentes que nous. Mais cette semaine, si je ne me trompe pas, oui, c'est cette semaine que un des pionniers de la recherche sur l'intelligence artificielle a démissionné de Google. Il s'agit de Geoffrey Hinton. Vous pouvez faire vos recherches. Il a joué un rôle clé en fait dans le développement des intelligences artificielles et il a quitté, je pense, Google pour pouvoir en fait se prononcer sur l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a travaillé ces 30 dernières années au développement des neurones de l'intelligence artificielle. Il a dû quitter en bon terme parce que je pense qu'il a dû encaisser de façon confortable. On ne s'inquiète pas pour lui. Un parachute assez intéressant pour qu'il puisse finir ses jours tranquillement. Mais c'est intéressant quand même ce qu'il dit, c'est que les futures versions de l'IA, en fait, pourraient être un risque pour l'humanité. Et qu'elles ne sont pour le moment pas plus intelligentes que nous, mais que bientôt, elles pourront l'être et envisager en fait des scénarios cauchemardesques. Et là, on rejoint un des axes qu'on avait tous les trois évoqué. Tout va dépendre, bien sûr, entre quelles mains tombera cette technologie et quelle va en être l'utilisation, le perfectionnement et à quel moment, par exemple, cette IA pourra prendre des décisions de façon autonome sans référer à l'humain, devenir, je sais pas moi, des robots tueurs comme dans Skynet ou donc Terminator. Donc oui, assez effrayant, mais voilà, c'était pas anodin lorsqu'on parlait la dernière fois. En tout cas, moi, ma crainte, elle n'était pas infondée. Et on en reparlera. On en reparlera avec... Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, de réapprofondir le sujet en tout cas. Exact. En attendant, nous sommes dans le terre-terre. On est dans le terre-terre. Aujourd'hui, on va rester vraiment, j'espère, en tout cas, on va essayer de maintenir ces sujets-là. On va rester sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire nous-mêmes. Kinte, comment s'est passée ta semaine ? Bonne semaine. Très bonne semaine, intense, très, très rapide. Très courte. Très courte. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je te disais. Je sais que lundi, on a été un jour férié, mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il me manque un jour dans mon récap de la semaine. Donc, ouais, semaine rapide et intense, mais intéressante. Et toi ? Ouais, écoute, moi, moitié de semaine au Sénégal. Je suis rentré mardi, donc... juste après le jour férié. J'ai profité un peu de sortir d'Abidjan. Et puis, semaine un peu compliquée avec la reprise et avec le travail. Et déjà le week-end. Donc, me revoilà au four et au moulin. Et certainement, je vais avoir un week-end encore un peu chargé pour essayer de me mettre à jour. Mais très, très content de revenir à Abidjan. Rechargé donc. Ouais, rechargé. Et aussi, quand tu sors de ton habitude, quand tu casses le rythme et que... la routine. Voilà, ta routine, c'est très bien. C'est très dynamisant et rechargeant pour le corps et l'esprit. Mais aussi, quelque part,
tu es content de rentrer parce que bon, tu sais ce que tu as laissé et que tu recommences à valoriser. Abidjan est une très belle ville. Hein, excusez nos auditeurs sénégalais. Le Sénégal est un pays magnifique. Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce que tu fais en temps normal quand tu n'as pas la possibilité de voyager comme là tu l'as fait en allant au Sénégal? Écoute, j'essaye Qu'est-ce qui est ressourçant pour toi sur Abidjan et sa sous-région? On a parlé un peu des activités sportives que l'on faisait dans les épisodes précédents, donc notamment le rallye. Ouais. J'ai eu mes années compétiteurs. Aujourd'hui, je suis plus dans mes années organisateurs. 5-6 fois dans l'année, en fonction du nombre de courses, je me retrouve à aller sur les pistes en Côte d'Ivoire et à découvrir des paysages extraordinaires. Alors c'est vrai que on a ce côté est en allant vers le Ghana que la plupart de la population abidjanaise et ivoirienne maîtrise, avec la ville de Grand Bassam, Bonois, Assini, Aboisseau, et on continue encore vers Noé. Il y a la station balnéaire d'Assini que je viens de citer, qui est un lieu ressourçant pour moi et pour beaucoup de gens, je pense, même s'il y a de plus en plus de personnes. C'est moins le paradis authentique d'antan, d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, que par contre j'ai retrouvé au Sénégal. Au Sénégal, il y a des endroits qui restent encore un peu authentiques, mais il faut vraiment sortir de Dakar. Ouais. Et voilà. Si on parle de spots qu'il y a dans la ville même, je pense que Dakar a des spots intéressants, alors que nous, Abidjanais... C'est vrai qu'ils n'ont pas la même configuration de ville que Abidjan. C'est une presqu'île. Déjà, c'est une avancée sur l'eau, donc ils bénéficient de la côte directement. Beaucoup de spots, de lieux dits pour aménager pied dans l'eau. Donc c'est aussi beaucoup plus ressourçant qu'ici, où malheureusement on vit dans Abidjan, mais on ne voit pas l'eau, très peu, hormis la lagune quand on traverse le 3e pont ou le pont de Gaulle. Tu sais, je veux rebondir sur ce que tu es en train de dire. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de SSV au Sénégal, et notamment d'aller vers le lac Rose, en partant de Dakar, donc en partant de Yoff, et traversant par Malika et arrivé au lac Rose. Il y avait 25 km à peu près de pistes entre bord de plage et un peu au-dessus de la plage. Ouais. Ne roulez pas sur la plage. Et j'ai été impressionné. Par quoi ? Je pèse mes mots. J'ai été impressionné sur 20 km, sur les 25 que j'ai eu à parcourir pour pouvoir rejoindre le spot au lac Rose, par la quantité, la masse de population qui est sur les plages au Sénégal. Je ne sais pas si tu te rends compte, 20 km où tu ne croises que du monde. Pas des personnes, pas des petits groupes de personnes. Je te parle de groupes de personnes qui profitent de la plage. Qui profitent de la plage, qui font du sport, qui se baignent, qui font des jeux de plage. J'ai été très très impressionné. Le Sénégalais est vraiment en parfaite harmonie avec son environnement. Voilà, ils en profitent beaucoup plus en tout cas de leur côte magnifique qu'ils ont. Et alors que nous ici, on va pour essayer de trouver des choses beaucoup plus authentiques. Alors dans, bien sûr, la région d'Assini et de Bassam, il reste encore, heureusement, des endroits assez naturels que peu de personnes connaissent et où il fait bon de se poser. Mais sinon, après, on est obligé de sortir d'Abidjan en allant vers le nord, vers la côte ouest, en remontant. Ouais, voilà, la côte ouest, ou alors de partir vers le nord en faisant des villes comme Sikinsi, Tiasalé, Tabo, Oumé, Toumoudi. Je redescends encore un peu. Il faut dire qu'on a de la chance parce que quand même les axes routiers sont devenus de qualité. Ils sont vraiment de très bonne qualité maintenant, praticables par tous et par tout type de véhicule, alors qu'avant ça s'apparentait plus à une expédition qu'à une promenade dominicale.
Donc maintenant, à la limite, il est possible même de faire l'aller-retour à Yamoussoukro pour aller visiter les différents spots architecturaux et touristiques qui sont très 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 beaux en une journée, quoi. Il suffit de partir le dimanche un petit peu tôt et ça se fait de façon très aisée, quoi. Ouais, tu parlais tout à l'heure de la côte ouest aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut aller vers San Pedro de façon rapide et sûre. C'est surtout sûr, quoi. Dabou, Grand Laou, quand même s'arrêter à Grand Laou, survoler un peu Fresco, Sassandra, arriver à San Pedro et même continuer jusqu'à Grand Bérébi. Ouais, Grand Bérébi, Tabaoulé. Et en plus de ça, il y a plus en plus de spots d'accueil, donc de lodges, éco-lodges et autres, qui sont bien aménagés et où on peut se déplacer avec toute sa famille sans partir à l'aventure. Et toi, Kinté, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, quel est ton spot préféré ? Spot balnéaire, je dirais, c'est la région de Tabaoulé. Donc toute la région qui est vers Grand Bérébi, au-dessus de San Pedro. Et ouais, c'est pour la partie balnéaire. Maintenant, dans les terres, j'aime remonter dans la région d'Unzi, qui est aussi facile d'accès maintenant parce que les routes sont très propres et où il y a c'est encore riche en faune et en flore. Donc il y a une très belle réserve, c'est la chance de pouvoir voir encore pas mal d'espèces d'animaux propres à la Côte d'Ivoire, ce qui est plus difficile maintenant dans les autres régions dû au braconnage ou la chasse mal contrôlée. Ouais, ce sont les spots que j'apprécie. Maintenant, effectivement, les week-ends, si j'ai pas beaucoup de temps, j'apprécie toujours autant de descendre à Assigny. Et là, dernièrement, justement, on vient de trouver un nouveau coin, plus du côté de Assigny France, qui est resté de l'autre côté de la passe. Donc, je sais pas si ça va te parler. Oui, complètement. Ouais. Donc, qui est resté un peu plus sauvage parce que c'est pas encore trop construit. Et donc, je pense que ça se rapproche un peu plus de l'esprit authentique d'antan, en tout cas de Assigny. C'est pour ceux qui nous écoutent, lorsque vous arrivez à Assigny Mafia, c'est ça. À traverser tous les kilomètres, vous arrivez au village. Dernier point, c'est le village et à l'endroit où on a l'habitude de traverser pour aller à la passe. On traverse simplement sur l'autre rive, donc quasiment côté Ghana, parce que là, on doit être je pense qu'à vol d'oiseau, on doit être à 5-6 km, une dizaine de kilomètres de la frontière. Et c'est resté relativement sauvage parce qu'il n'y avait que les villageois qui habitaient. Donc très peu de construction dure et un spot assez sympa. Ouais. Ça fait 2-3 fois qu'on y descend et assez cool. Ouais. En tout cas, de ce que je me rappelle, même les villageois, tu parlais des villageois là-bas, il y en a beaucoup qui parlent anglais, très peu parlent français. C'est là que tu vois que vraiment la frontière est vraiment quelque chose d'administratif en fait, mais les peuples arrivent à passer d'un côté et de l'autre et vivent. Ouais. Il y en a qui peuvent par exemple être côté Ghana, se réveiller le matin pour partir vers la Côte d'Ivoire pour la pêche et après retourner chez eux le soir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. En tout cas, tous ces spots que j'apprécie comme toi, hein, qui sont extraordinaires, sont très importants pour moi-même. Pour essayer de me ressourcer, pour essayer de trouver l'énergie, la motivation à revenir dans la vie active abidjanaise, parce que la vie active abidjanaise, par contre, si on doit la comparer à d'autres pays africains, du moins ouest africains, elle est beaucoup plus hard, elle est beaucoup plus rythmée. Oui, complètement. Et ce sont des voyages pour moi, à l'intérieur du pays. Je parlais du rallye tout à l'heure qui me permettait de découvrir des pistes intéressantes et de partir à la rencontre très souvent de certains peuples, certains locaux dans certains villages. Ça me permet de relativiser et de travailler un peu ma confiance à moi dans l'environnement dans lequel je suis, l'accepter et essayer de aussi travailler sur mes forces, travailler sur mes faiblesses, comment est-ce que je peux partir vers l'autre. C'est pas facile de partir vers l'autre pour essayer de comprendre et s'améliorer soi-même. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que des voyages ou des points spots comme ça que tu apprécies, est-ce que c'est juste de la descente ? Je pense que je suis un peu dans le même cas de figure que toi, parce que mes coupures ponctuelles vont aussi être les rallyes.
Donc c'est l'occasion d'être hors Abidjan et de sortir des codes d'Abidjan. Sortir de sa zone de confort. De sortir de sa zone de confort et d'inconfort en même temps, parce qu'Abidjan peut vite devenir inconfortable de par son stress qui est non, on stresse pas, Abidjan. Même si on dit. Ouais, non, on stresse à fond. Non, c'est-à-dire comment du réveil. À partir du moment où tu sais que tu montes dans ton véhicule pour te rendre à ton point de travail, tu es soumis à de multiples... c'est pas des agressions en tant que telles, mais c'est un stress continu et qui t'entoure. Rien que déjà quand tu prends ta voiture. C'est ça, c'est ça. Donc rien que le fait de couper, de sortir d'Abidjan est ressourçant, de retourner à des essentiels et des fondamentaux pour soi est important, et de côtoyer d'autres, c'est le même peuple, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même façon de vivre et d'aborder la vie, te fait relativiser, et c'est là où c'est ressourçant. Hein. Écoute, moi je pense que vraiment, pour pouvoir en fait être toujours connecté à l'essentiel, il faut vraiment ne pas rester toujours au même endroit, il faut vraiment sortir. En tout cas, on vous encourage à venir en Côte d'Ivoire, à visiter tous ces endroits. Mais ma question n'était pas vraiment anodine, quoi. Je me disais que quand je te parlais de confiance en soi, je voulais vraiment aborder ce sujet-là de développement personnel avec toi, sur ce qui te donne confiance, en fait. Donc il y a les endroits dont on vient de parler, on a fait un peu de tourisme promotionnel pour la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui te donne confiance? Si je dois... Qu'est-ce qui me donne confiance? Ma confiance vient de mes acquis, de mes capacités et mes qualités techniques et intellect. Donc je veux dire par là, ce sont mon efficience et ma performance dans le travail. Donc dans tous les domaines dans lesquels je vais être impliqué dedans, c'est d'avoir la maîtrise et l'entièreté du sujet. Ça, c'est ce qui me donne confiance. Maintenant, ce qui ne va pas me donner confiance, c'est de rentrer dans des sujets ou des projets où je n'ai pas la maîtrise. Par contre, là, je sors de ma zone de confort, et c'est aussi ça qui m'excite. Parce que je me dis, OK, je ne suis pas au niveau, il faut que j'aille au niveau. Et c'est ça qui me stimule aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Sortir de sa zone de confort permet de pouvoir, en fait... surtout de ne pas rester que sur des acquis. C'est déjà une forme d'intelligence en soi. T'as beaucoup de gens qui restent en fait sur leurs acquis et qui ne se remettent pas en question. Ceux qui ont la science infuse. C'est comme ça que je les appelle les fameux sachants en fait. Mais pour moi, c'est une faiblesse en fait qui ne dit pas son nom et qui enferme en fait toutes les capacités que peut avoir une personne, tout le don qu'une personne peut avoir. C'est ne pas sortir de sa zone de confort, ne pas être en accord bizarrement avec ses faiblesses. C'est ne pas se donner l'opportunité de pouvoir les travailler, s'améliorer et donc forcément encore gagner de la confiance en soi et se développer, grandir, s'élever. Oui. S'élever déjà rien que par rapport à l'estime que l'on peut avoir de soi. Et après être plus utile à soi et aux autres. À soi et aux autres, exactement. Bah écoute, très bien, hein, c'était pas mal pour démarrer. Mais là-dedans, oui. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une crainte, mais par rapport à ton développement personnel tout au long de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Waouh. Bon, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? À quel moment de ma vie? Là, tout de suite, là? Déjà, à l'instant T, et le jour où tu quitteras le plus tard possible. Ouais. Mais touche du bois. Je touche tout ce qui est en bois, en tout cas. Et de la peau de singe. Et de la peau de singe. Écoute, qu'est-ce que je voudrais je m'attendais pas à cette question, mais qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Que j'étais
quelqu'un de bon, tout simplement, honnêtement. Mais est-ce qu'on peut être bon? Non, quand je dis bon, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens. Je pense qu'on peut essayer d'être juste. C'est difficile. Tu ne peux pas être juste longtemps. C'est compliqué d'être juste longtemps. Oui. C'est très compliqué. Ne serait-ce que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est complètement injuste, rien que par rapport à des personnes qui n'ont rien demandé et qui sont en situation où elles ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel parce qu'elles en ont été privées pour plusieurs raisons, que ce soit de l'éducation, que ce soit le système familial, que ce soit le système éducatif. Socio-éducatif, exactement, bien sûr. Ouais, voilà. Donc non, quand je dis bon, c'est pas dans le sens qui excelle à ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on peut tous s'essayer à certaines choses et se tromper et recommencer et essayer encore de faire mieux. Non, quand je dis bon, c'est vraiment dans le sens où c'était pas une mauvaise personne. Tu vois, c'était. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ouais, tu vois, voilà, c'était pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qu'on accepte avec ses défauts. Et s'il y a un message en tout cas, un petit mot que je voudrais qu'on se dise quand on regardera ou qu'on parlera de moi au passé, c'est que il était bon. Il était vraiment bon. Et voilà. Toi, aujourd'hui, vu que tu viens de me balancer une patate chaude... C'est pas un prêté pour un rendez-vous. Non, mais moi, je serais complètement intéressé d'avoir ton avis là-dessus, mais je vais te poser, si tu me permets, la question un peu différemment. Parce que là, tu m'as demandé qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de moi. Moi, je te dirais, si tu avais la possibilité d'écrire un message et de le laisser, ça serait ton dernier message, qu'est-ce que tu laisserais, qu'est-ce que tu écrirais aujourd'hui, qu'est-ce que tu tapoterais ou qu'est-ce que tu là, tout de suite, à chaud. Oui, là, maintenant. À chaud, ok. Je leur demanderais une épitaphe du genre il n'était ni bon ni juste, mais il était là. Il était. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que j'étais entier, en tout cas. Et oui, je pense que si j'aimerais qu'on retienne quelque chose, c'est bien sûr, alors, plus jeune, et jusqu'à il y a peu, j'aurais dit que je m'en fichais un petit peu. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, ça glisse sur moi. Ouais. Et je me rends compte qu'avec le temps, au final, j'aimerais laisser un doux souvenir, si je peux me permettre de dire, c'est dans le sens où, comme tu dis, dire, bon, que j'ai une pensée pour lui, c'est vrai qu'il était bon. Il était bon, peut-être pas toujours juste, mais il était bon. Il était bon. Et c'est quelque chose qui me plairait. En tout cas, de laisser un souvenir tel que celui-là. Et dire que, en tout cas, j'étais entier, je pense que ça serait la plus belle de mes qualités. Je pense que ça voudrait dire qu'on m'a accepté avec mes défauts et mes qualités. Je suis content que tu dises que tu dises ça parce que la perfection, ça n'existe pas. Nul n'est parfait. Hein. Bien sûr. Voilà, on est tous amenés à travailler sur soi. Et bon, en te connaissant, oui, tu es quelqu'un d'entier. Tu es quelqu'un, t'es un package qu'il faut prendre. T'es un package qu'il faut prendre avec les deux petits bouts de fil là qui dépassent ou le fait que le paquet n'est pas complet, mais il va se compléter avec autre chose et il va grandir. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. T'es vraiment... t'es bon. Bah, écoute, on en parlera dans quelques épisodes. On verra si c'est toujours le même message. Et je pense. Et on comparera. Si on continue un peu, puisqu'on est vraiment dans l'estime de soi, la confiance en soi, et puis l'évaluation à un moment T de ce qu'on est. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de partager votre expérience, ou aussi quels seraient vos derniers petits mots, ou comment est-ce que vous voudrez qu'on se rappelle de vous, partagez-le avec nous, et puis on en parlera au prochain épisode.
veux te poser encore une question. Tu vois, là, je continue, là, la brèche, elle est ouverte. Qu'est-ce que tu ferais, là, maintenant, si tu étais sûr de ne pas échouer? Si j'étais sûr de ne pas échouer à l'instant T, qu'est-ce que je ferais? Oser des choses que tu ne ferais pas autrement. Je sais pas, moi, prendre un risque en particulier, changer de pays encore. Moi, je pense que tu as déjà changé de pays. Réaliser un rêve. Te lancer dans un projet. J'ai quand même pas mal vadrouillé depuis petit. En tout cas, depuis mes 16 ans à maintenant, j'ai quand même pas mal vadrouillé. J'ai changé beaucoup de fois de pays pour diverses raisons. Je me suis, entre guillemets, réinventé plusieurs fois. Donc, je n'ai vraiment pas peur de recommencer et de me réinventer. Mais il y a quelques sujets sur lesquels je suis encore frileux quand même. Et ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui me poursuivent depuis pas mal de temps. Et si je pouvais faire quelque chose, j'aimerais être dans le bien-être. Dans le bien-être pour autrui. J'entends par là que je pense que j'aimerais avoir un institut, en tout cas un orphelinat. Dans l'humanitaire alors? Dans l'humanitaire et vraiment pour le partage avec d'autres. Et donner la chance. Alors je ne suis pas dans la transmission, je ne suis pas quelqu'un qui sait transmettre des informations et qui suis très pédagogue. Par contre, j'ai une très grande sensibilité aux enfants et comment j'aimerais voir des enfants de tout horizon réussir. Donc, ouais, je crois que j'aimerais pouvoir créer un orphelinat, mais un orphelinat qui n'est pas là juste pour héberger des enfants et les nourrir, les blanchir, mais vraiment pour leur transmettre quelque chose, un bagage et des outils pour attaquer la vie à pleines dents, quoi. Ouais, bon, tu es encore jeune et puis tu as la possibilité, je pense, encore de pouvoir transmettre certaines choses, mais c'est très très noble en tout cas ce que tu dis. Et je vais répondre aussi, hein, même si tu ne me rebalances pas la question. Non, pardon, j'ai été un petit peu déstabilisé par ta question. Ah, ça fait 1-1 balle au centre. Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûr de ne pas échouer? Déjà, moi je dirais que ça serait très très compliqué. Dans un premier temps, de trouver quelque chose, pour moi je parle, hein, parce que j'ai mon mécanisme en fait d'apprentissage, il est celui des erreurs en fait. Ouais. Donc j'ai besoin en fait de me tromper pour me corriger. Alors ça c'est pas quelque chose que je fais depuis très très longtemps, avec l'expérience, des années passant et tout. Il y a une phrase qui est très très importante qui revient à chaque fois dans mon mécanisme de réflexion, c'est bien sûr apprendre aux dépens des autres, oui, et observer en fait là où l'autre a fauté, et si j'étais à sa place, comment est-ce que j'aurais pu éviter cette faute-là. D'un point de vue personnel, l'erreur dans ma vie de tous les jours a été mon mécanisme en fait de réflexion, de correction et de construction. Ouais, exactement. Ça a été toujours pour moi très formateur que de faire des erreurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes relations amicales, familiales, professionnelles, dans les différents voyages que j'ai pu avoir à faire dans mes toutes premières expériences professionnelles, par exemple. L'échec a vraiment fait partie intégrante de ma vie. Aujourd'hui. Ouais, donc c'est fondateur. Pour moi, c'est très très fondateur. Il y a eu que très rarement dans mon cursus le one shot sans faire d'erreur, ou ne pas avoir de. Mais par contre, c'est quand même très paradoxal ce que je suis en train de te dire. Et pendant que je le dis, je réfléchis en même temps. C'est que oui, j'observe les erreurs des autres pour ne pas avoir à les reproduire, mais en même temps,
C'est ne pas reproduire les mêmes erreurs, ça ne veut pas dire faire les mêmes choses que les autres, parce que obligatoirement je ferais aussi des erreurs, ou alors je serais confronté à des choses à un moment donné que je ne pourrais pas résoudre. Ouais. Donc paradoxalement, je suis aussi, je pense, un peu pionnier à chaque fois dans certains projets, dans certaines actions que j'ai eu à mener. Je vais revenir à un exemple que je maîtrise parfaitement, qui est celui du rallye, où du jour au lendemain, j'ai dû avoir à reconstruire tout un système de zéro et avoir à m'entourer des personnes qui peuvent agir et exécuter dans la même vision que moi les projets que je voulais mettre en place. Donc oui, paradoxalement, j'apprends des erreurs et je me corrige, et en même temps, j'essaye de créer aussi ma propre voie. Donc pour répondre en fait à la question, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment l'environnement dans lequel on vit. Si je pouvais, ça fait discours très Miss Univers, si je pouvais faire quelque chose, et que en fait c'est le mainstream de quand je serai Miss Univers, d'un coup de baguette magique, j'enlèverai la pauvreté dans le monde. Non, oui, c'est sûr que si j'étais sûr de ne pas échouer et d'arriver au plein emploi pour que tout le monde puisse en profiter, je le ferais. Mais non, c'est l'environnement, réellement l'environnement. L'environnement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui commence à devenir un peu anxiogène. On a hérité d'une planète qui se dégrade, qui se réchauffe, tout est déréglé. Regarde, on est en plein mois de mai. On ne sait pas si on est en saison des pluies. On ne sait pas vraiment. L'harmattan de l'année passée, on l'a attendu au mois de décembre. Il est arrivé en janvier, février. Oui, voilà. Je pense que si j'avais la possibilité de faire quelque chose sans échouer, j'agirais sur les problèmes environnementaux, sur la pollution notamment, la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution de la terre. J'essaierais de trouver cette technologie-là qui nous permettrait à nous, êtres humains, de mieux vivre dans l'environnement qui nous entoure. Sur la planète Terre. Ouais, en fin de compte, voilà, ça serait vraiment quelque chose qui serait bien pour moi, qui serait bien pour tout le monde. Donc ça reste une idée claire, utile à tout le monde. Non, c'est très clair. Mais sans trop dériver, par rapport à ton programme de Miss Univers, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'amener à toucher du bout du doigt, ou t'y introduire carrément dans la politique ? La politique, c'est un univers qui te parle ou J'ai été confronté par le sport à la politique. La politique, ce que j'en retiens, c'est que si tu es une sardine, tu vas te faire bouffer. Tu ne peux pas venir juste combattre des idées sans avoir les crocs et imposer ton idéologie. C'est même pas sans avoir les crocs, ça va même plus loin que ça. Il faut que tu sois super entouré, il faut que tu sois protégé, il faut que ça soit un mouvement beaucoup plus large. Il y a plein de gens, et je ne pense pas que ce podcast soit le lieu pour les citer. Je parle de personnages historiques et politiques qui avaient des grands idéaux. Et pour eux, oui, peut-être, mais pour leur peuple, par exemple, et qui se sont fait écraser par des puissances beaucoup plus grandes et beaucoup plus imposantes que eux. La politique, si je dois retenir quelque chose, c'est pas un moyen. Pour moi, c'est pas un moyen tout de suite. Si tu veux, c'est un outil pour pouvoir amener tranquillement une masse de décideurs, de penseurs, de personnes qui ont la possibilité, ensemble, de pouvoir faire bouger les choses, à les faire bouger. Donc la politique, pour moi, en fait, c'est l'accord du moment. D'accord, oui. Moi, c'est comme ça que je le définis. C'est vraiment un accord entre deux parties, deux personnes, ou trois, ou peu importe le nombre de personnes. C'est un accord à un instant T.
parce que à ce moment bien précis, les intérêts convergent. Je parle bien d'intérêts, je ne parle pas d'idées. Les intérêts convergent. Et dès l'instant où on arrive à avoir ce point, on peut, pendant un court laps de temps, faire évoluer les choses. Et pendant un court laps de temps, pourquoi ? Parce qu'il va être remis en question à très court terme. Et il va falloir encore si tu n'alimentes pas derrière. Il va falloir encore regaspiller de l'énergie pour pouvoir encore converger vers un point d'accord et mettre toutes les énergies. Donc, pour revenir peut-être au point précédent de ta question de qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas sûr d'échouer, je ferais déjà, je pense aussi, signer un traité qui conditionnerait et obligerait un maximum de parties, un maximum de pays et de gens à travailler dans un intérêt commun. L'unifier, oui. Exactement. Ouais. On ne peut pas créer quelque chose, on ne peut pas développer une idée s'il n'y a pas d'unité et s'il n'y a pas d'amour. Diviser pour mieux régner, c'est de la connerie en barre, c'est impossible. Entre guillemets, c'est la puissance des faibles. Hein. Oui, mais malheureusement, c'est aussi l'outil préféré des gens qui ont eu la chance d'accéder à des postes de pouvoir ou de décision. Oui. C'est toujours divisé parce que ils pensent à leur propre intérêt et l'intérêt général n'existe plus dans leur prise de décision. Donc, oui. Ça serait aller dans ce sens-là. Ok, Kinte, on a abordé pas mal de choses. Ça serait super intéressant de se laisser peut-être sur une note positive. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs ? Est-ce que c'est un peu, je ne vais pas dire libre antenne, mais ça serait un peu le moment où on peut... Déjà, je lance une invitation à tous les auditeurs et auditrices et étrangers à venir nous rendre visite en Côte d'Ivoire, parce que c'est un beau pays et qu'on a beaucoup de choses à proposer, à montrer et à vous faire profiter. Donc on vous attend avec impatience et puis je vous dis à la prochaine. Ouais, écoute, pareil que toi, moi je dirais venez, ne serait-ce que pour découvrir par exemple la gastronomie ivoirienne qui est super intéressante. J'ai essayé quand j'étais à Dakar de manger de la tchéké, par exemple. Bon, ça s'exporte bien, mais... Ça s'exporte, mais comme on dit... C'est mieux chez soi. C'est mieux chez soi. Il n'y a pas son deux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et on vous souhaite, là où vous êtes, la meilleure des soirées ou la meilleure des journées possibles, que vous soyez dans votre voiture ou derrière l'écran ou avec votre téléphone ou avec votre montre. Il y en a des auditeurs qui nous disent... Dis-moi, la montre t'a choqué à quel moment? Non, je suis choqué. Non, je veux savoir, quel moment t'as vu quelqu'un écouter comment ça montre, hein. Écoute, mais tu sais, on est... attention, on n'est pas une petite production, s'il te plaît, monsieur. Nous avons des outils pour pouvoir mesurer toutes nos écoutes. Ah, donc tu vois la diffusion, les moyens d'écoute. Les localisations, exactement, les sources, effectivement. Et je te promets qu'on a 3 auditeurs. 3, pas 1. Pas 2, pas 3. On a 3 auditeurs qui nous ont écoutés avec une Galaxy Watch. Donc, moi, je vous aime. Ça veut dire que vous étiez en train de faire du sport, que vous êtes en train de kiffer la life. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, et vous nous avez écoutés. Donc, oui, il faut respecter tout le monde. Faites attention à vous, où que vous soyez. Et puis, rendez-vous au prochain épisode. On vous embrasse. Ciao, ciao. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent.